Je voulais simplement d'une façon générale. Je ne voulais pas venir. Hein. Et j'ai donné mon accord après. Mais je n'ai pas regretté d'être venu. Je souhaite que l'on relance même le débat sur les questions de solutions. Parce qu'on n'a pas le temps de toucher à tout. Et je dois dire rapidement, quand je parlais d'école coloniale, j'ai dit les enfants de privilégiés, c'était une école de privilégiés. Mais ça ne veut pas dire que les chefs à l'époque qui n'avaient pas envie de cette école-là pour des questions culturelles ne se dérobaient pas pour envoyer des enfants de basse classe ou des orphelins. Voilà, mais c'est que l'exception qui confirme la règle. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que tout ce que vous avez dit, madame, sur ce qu'on vous dit, les gens ne veulent pas aller à l'école, ceci, etc., ce n'est rien de nouveau. Ça existait hier. Mais c'est dans la pratique que les gens ont compris que l'école apportait quelque chose. Et finalement, les gens qui ne voulaient pas envoyer leurs enfants à l'école ont fini par aller réclamer la construction d'écoles. Donc, les gens ont été persuadés par ce que l'école pouvait apporter. Donc, quand vous dites vision, quand je parle d'objectifs stratégiques, je parle là de vision. On dit qu'il n'y a pas de vision. Il y a une vision. La vision qui est là aujourd'hui, la première république était une république qui avait une vision sociale, un projet de société, et voulait construire une nation sur la base donc, de ce projet de société. La vision, ce qui est arrivé en 1991, ça a été rien d'autre que l'école est devenue un business. L'école est devenue un business. Et quand l'école est devenue un business, les conditions de faire de l'école un business ont été des conditions créées par le régime de 68. Et donc je vous dis, à partir de cet instant-là, tout ce que vous dites là ne sont que des éléments du puzzle. Le décor est bien planté et on y sort ou on y rentre. J'ai dit au syndicat des enseignants, parce que tous les parents veulent avoir des enfants. Il ne faut pas faire de mauvais procès aux parents. Ils veulent bien avoir des enfants instruits. Mais les parents sont soucieux d'avoir à donner à manger à l'enfant. Et le système a été fait de telle manière que les gens ont été démunis et exsangues. J'ai dit au syndicat des enseignants, j'ai marché avec eux pour leur droit. Je dis, il arrive à un moment donné, vous syndicats enseignants, vous syndicats de médecins, arrêtons. Arrêtons et pensons la patrie. Et pointons du doigt ceux qui sont en train de liquider aujourd'hui l'école. Ils sont connus. Le système, si on ne le met pas en cause, on ne peut pas avancer. On va faire beaucoup de tchatch. L'école fondamentale, c'est laissé pour compte. Les 15 000 ou 20 000 enseignants des écoles communautaires, ils sont à recruter à la charge de l'État. Vous parlez de charge. Moi, je pense qu'il n'y a même pas suffisamment de charge. 20 milliards, c'est quoi? 20 milliards, c'est quoi? Alors donc, moi je vais vous dire que pour ce qui concerne l'AM, l'AM est un bouc émissaire. L'AM n'est qu'un bouc émissaire dans cette histoire-là. Et la violence scolaire, ce n'est rien d'autre que la transformation des élèves étudiants, d'une catégorie des élèves étudiants en milices. Tout comme on a créé des milices dans la région de Mopti, on a créé des milices à l'école. Et la création des milices a commencé à l'école. Ce n'est pas les élèves étudiants. Vous organisez aujourd'hui une véritable démocratie à l'école, vous allez trouver ces gens de machettes et ces gens qui sont responsables de la violence. Ils vont être complètement jetés dehors. Vous le savez. Vous savez tous, vous enseignants, vous qui êtes dans le système, dans la direction, vous savez bien que ces gens sont soutenus. Et par qui? Non, quand on n'a pas le courage de montrer du doigt la responsabilité, alors on divague. Moi, je n'ai aucun lien avec l'AM. Je n'ai aucun lien avec l'AM. Je ne sais même pas. J'ai toujours dit aux anciens de l'AM, j'ai dit, mais pourquoi vous continuez à vous revendiquer AM? C'est quoi? C'est quoi cette histoire-là, un syndicat? Je ne suis plus dans le monde, qu'est-ce que je fais avec le syndicat? J'ai prêté mes conseils à ceux qui veulent m'entendre. Et s'ils veulent m'entendre, je donne... Ils ne m'invitent pas, moi, au débat, la direction de l'AM. Mais des élèves étudiants passent leur temps à venir me voir, c'est eux l'AM. Donc, vraiment, si vous voulez régler ces problèmes-là, alors que les autorités arrêtent de mettre sur place les bureaux de l'AM dans le bureau du ministre, d'installer le comité AM à la sécurité d'État, d'arrêter de créer le bureau de l'AM à l'Assemblée nationale,
d'arrêter de créer les bureaux de l'AEM à la présidente de la République. Et que les présidents arrêtent de venir prendre des choses et donner aux gens pour dire que ouais, on nous donne une voiture, on va donner ceci, ça passe devant tout le monde. Des commerçants, enseignants, étudiants. Ces pratiques n'existaient pas à votre époque? Jamais. Jamais ça n'a existé. Je peux vous dire une chose. Moi, je partais dans des meetings. Des gens étaient là avec des machettes et tout ça. Personne n'osait me toucher. Et je débattais avec eux. Ça n'a jamais existé. Ces pratiques-là ont commencé après mon congrès. Moi, je fais rentrer des élèves étudiants parce qu'il y avait des... C'est très simple, quoi. C'est que moi, je suis un initiateur et fondateur du Comité national d'initiative démocratique, du CNID. Nos contradicteurs à l'époque, on pensait que Marco ayant tout ça, il croyait comme de façon mécanique, je vais prendre tout ça pour donner ça à Moutaratal qui soit le président. La guerre a commencé. Ça, c'est un premier aspect. Pour démanteler d'abord l'AM avant même la chute de Moussa Traoré. Je peux même dire les noms. Avant la chute de Moussa Traoré, on s'est débrouillé à faire en sorte qu'on puisse passer ce cap. Après la chute de Moussa Traoré, il fallait faire la guerre pour avoir l'AM pour sa promotion politique. Et maintenant, quand des gens ont pris le pouvoir en 92, est-ce que, dites-moi, est-ce que c'est l'AM qui a fermé les écoles de formation d'enseignants? Dites-moi, est-ce que c'est l'AM qui est allé recruter des gens, refusé de prendre des enseignants de qualité pour aller prendre des gens formés à tout vent? C'est les enseignants, c'est l'AM qui a fait des passages à 80%. Tu es à tel niveau, tu passes à 80%. C'est l'AM ça? Est-ce que c'est l'AM qui a dit qu'il faut leur donner les œuvres universitaires, donner des millions avec AMGA qui a aidé? Dans quoi? Mais dites les choses. Dites les choses. Moi, je pense aujourd'hui, vous dites au gouvernement d'aller encercler les facultés et tout. Vous leur demandez de prendre les machettes, ceux qui ont les machettes, les armes à feu, d'arrêter ceux qui ont les armes à feu. Les étudiants vont vous applaudir. Et je vous convie, convoquez les étudiants qui ont été victimes, des gens qui ont été victimes de machettes, donc Kantikra, donc Sefasatikra. Invitez-les, ils n'ont qu'à venir simplement réciter ce qui s'est passé. Ne demandez pas de commentaires. Après, vous allez comprendre. Donc moi, je pense qu'il faut que les pouvoirs politiques sortent de l'AM. Et justement, ils ne peuvent pas sortir parce que ils ont appliqué, ils ont fait de l'école un business. Toutes ces écoles privées créées de gauche à droite, elles appartiennent à qui? Exiger aujourd'hui que tous les ministres, tous les députés, tous les directeurs nationaux, tous les directeurs généraux, empêchez-les d'envoyer leurs enfants dans les écoles privées. Vous allez voir si on va s'occuper des écoles publiques. Les solutions sont apportées demain. Mais les solutions sont politiques. Il faut avoir un courage politique et avoir un projet de société qui fait du Mali un pays puissant. Le monde n'a pas changé pour nous. Hein. On n'a pas à manger à notre faim, on n'a pas de lait ici, on n'a pas d'emploi. Le monde n'a pas changé pour nous. Il n'a pas changé le monde. Il y a eu aggravation des contradictions dans le monde n'a pas changé. Nous voulons changer le monde. À commencer par notre pays à changer. Et si nous voulons changer notre pays, nous pensons aujourd'hui qu'il faut une politique courageuse qui touche à tous les secteurs. Tous les secteurs sont touchés. Mais le secteur le plus gravement touché, ils sont trois. La justice, la santé et l'éducation. On va aller où? Et de ce fait-là, le politique est fortement demandé. Je n'ai pas de lien avec l'AM. Je suis contre la dissolution de l'AM. Parce que, je vous le dis, ce n'est pas l'AM que vous voulez dissoudre, hein, mais appelez-le par le nom. Il faut dissoudre les milices à l'école. Ce n'est pas l'AM. Si vous dissolvez aujourd'hui l'AM, peut-être que ça va être bien. Pourquoi? Parce qu'un mouvement syndical propre va sortir. Un mouvement syndical propre va sortir. C'est des miliciens qui ont pris le drapeau de l'AM, mais qui sont comme les miliciens que vous voyez dans les régions de Mopti, à Ségou, etc. Ça a commencé à l'école, dans les écoles. Et c'est cette politique-là qui doit s'arrêter. Tous responsables, madame, non. Tous interpellés, oui. Tous concernés, oui. Le pouvoir est responsable. Les pouvoirs successifs sont responsables de la liquidation du système éducatif du Mali. Si vous voulez, quand on parle
si vous ne changez pas le mode de production, vous n'allez pas former des élèves. Si j'ai aujourd'hui envie que les chemins de fer du Mali marchent, qui peuvent employer des milliers de personnes, je forme mes ingénieurs. Il y aura des ingénieurs qui, ici, on va les recruter partout. Si je veux que l'UCOMA marche, si je veux que la BETRA marche, si je veux que la SOCOMA marche, même en changeant de statut, je vais industrialiser mon pays. Je vais développer l'agriculture de mon pays. Je cherche des hommes que je forme pour cela. C'est ça la vision. Mais quand je veux m'installer dans un monde où l'argent est roi, l'argent par tous les moyens possibles, alors on transforme les hommes en ressources humaines. C'est pourquoi je n'aime pas beaucoup quand les gens disent les ressources humaines, les ressources humaines. Dès lors qu'on commence à penser qu'un homme est une ressource, qu'une femme est une ressource, alors bonjour la marchandisation. Et nous sommes dans la marchandisation. Je vous remercie. Merci, Dr Mariko. Maïmouna Diongouna Dambélé. Alors, il a été dit ici qu'il fallait dissoudre l'AIM. Le Dr Mariko a donné son point de vue là-dessus. On a également évoqué la question de la privatisation de l'école. Est-ce que, déjà ce qui a été dit par docteur, est-ce que vous partagez son point de vue? Et quelle est votre appréciation de cette privatisation? Est-ce qu'elle répond à un besoin, à des besoins spécifiques, ou c'est le début de la dérive de l'école malienne? Ok. Déjà, je vais parler de la dissolution de l'AIM. Je pense que l'AIM, comme tout au Mali, aujourd'hui, est à réformer. On doit réformer l'AIM, mais est-ce qu'on doit la dissoudre? Je ne partage pas cet avis. Pourtant, je suis quelqu'un qui n'est pas vraiment fan de l'AIM. Et comme on parlait des générations, moi, je suis de bac 2008, donc on peut savoir facilement mon expérience avec l'AIM, personnellement, au niveau de la faculté. Et ça, c'est un peu le sentiment partagé par la plupart des étudiants qui ne sont pas membres de cette association. Mais moi, je pense que les membres de l'AIM sont eux-mêmes des victimes du système, en fait. Ce sont des jeunes qui sont instrumentalisés. Parce que lorsqu'on les approche et qu'on discute avec ces jeunes-là et qu'on va au-delà de l'aspect violent et tout ce qu'ils font, on a une autre idée. Moi, j'ai mené en 2009 un sondage, j'avais 19 ans, et c'est suite à des grèves et des manifestations violentes là, que je suis allée les voir. Je les ai demandé, qu'est-ce que vous voulez? Et les 100% de jeunes avec lesquels j'ai échangé voulaient avoir une carrière politique. Ce qui revenait, c'était j'ai une ambition politique. Moi, j'ai une ambition politique. Je veux pouvoir être député. Je veux pouvoir être président de la République. Donc, ce sont des jeunes qui ont aussi des ambitions. Ce sont des jeunes qui sont juste victimes d'un système. Et je pense que lorsque les... Dans ce cas, l'AM devient un tremplin pour une carrière politique. Bah, en fait, ça, c'est ce que les gens... Je n'ai aucun ancien de l'AM de mon parti politique. Ils sont ailleurs. D'accord. Mais les jeunes qui vont à l'AM, justement, ils ont cette impression-là que l'AM peut leur permettre justement d'avoir, de pouvoir aller vers une carrière politique. Mais ce que je dis aussi, c'est que ces jeunes-là, on ne peut pas les enlever de l'école. Ces jeunes font partie de l'école, que ce soit le secondaire ou l'université. Et à l'époque, pourquoi je les ai approchés pour avoir ces discussions? Parce que moi, j'avais l'ambition d'organiser des formations avec eux, en leadership, en action non violente pour faire les revendications et toutes ces questions. Alors, je me dis que si une étudiante de 19 ans a eu cette idée, s'est dit qu'en aidant ses camarades à pouvoir revendiquer de façon non violente, c'est que les autorités pouvaient le faire. Monsieur le ministre a dit que l'AIM a un budget. Mais si l'AIM a un budget, pourquoi il n'y a pas de suivi? Pourquoi il n'y a pas de formation? Ces jeunes sont laissés à eux-mêmes. Ils font ce qu'ils veulent et ils font ce qu'ils veulent. Et parfois, dans les écoles, c'est comme s'il n'y avait pas d'autorité scolaire. Parce qu'il y a comme une autorité comment on dit, des plus forts, et l'AIM s'inscrit dans ce sens-là. Moi, je pense personnellement que dissoudre l'AIM n'est pas la solution. Ce sera justement toucher à une liberté que je considère fondamentale que de dissoudre une association. Mais à mon sens, il est possible aujourd'hui de revoir le fonctionnement de l'AIM. C'est ici que j'ai appris que l'AIM avait un budget. Donc si l'AIM a un budget, l'argent vient de quelque part. C'est un raccourci que le ministre a pris. Je n'ai jamais eu de budget. D'accord. Non, c'est un raccourci, ça. Ça ne signifie pas que l'État les dote d'un budget. Non, c'est les zones universitaires. Il ne s'agit pas de ça. Mais je vais vous dire une chose. Nous, on n'a jamais eu de budget. On a fait fonctionner l'AIM
par les 1000 francs, les 500 francs de notre bourse d'études. Et membre du CTSP, on avait 75 000 francs CFA par mois. Ça, c'est des débats que les gens évoquent. 75 000 francs CFA par mois, 40 litres d'essence par mois. Ça, c'était le salaire des membres du comité de transition pour le salut du peuple. Et les 35 000 francs, 75 000 francs CFA que j'avais, c'était que je le faisais pour les petites missions de l'AM, etc. Okay. Mais on n'avait pas de budget. On n'a jamais eu de budget. Je vais juste terminer. Je vais juste conclure avec, avec cette question de l'AM en disant que j'ai beaucoup entendu ça, que l'AM n'avait pas plus de raison d'exister à l'époque de Dr Marico qu'aujourd'hui. C'est juste que les enjeux changent. Les enjeux changent, les besoins changent. L'AM a été créée parce qu'il y avait des besoins, il y avait des revendications. Et encore aujourd'hui, il y a des enjeux, il y a des revendications qui sont là et qui sont légitimes et qui sont d'ordre financier, qui sont d'ordre matériel ou qui sont encore académiques, pédagogiques et tout ce que vous voulez. Donc l'AM a encore sa raison d'être. Maintenant, quelle forme nous donnons à cette association? Je suis désolée que les enseignants soient victimes de cette violence. D'accord. En la dissolvant, on risque simplement de déplacer le problème, de le résoudre. Monsieur le ministre, il a été aussi dit dans la salle que le changement perpétuel de ministre de l'Éducation est peut-être l'une des causes aussi de cette absence de régularité, de cette absence de vision. On a assisté à un éternel recommencement. Est-ce que c'est véritablement une absence de vision pour l'éducation ou pour le système éducatif au Mali? Vous savez, c'est même pas par rapport au ministre, hein, mais j'ai le titre d'un livre que je suis en train d'écrire depuis fort longtemps et qui s'appelle « Filles des ruptures violentes, l'école malienne des origines à maintenant ». C'est-à-dire que je me suis retrouvé un jour dans une salle où il y avait différents anciens ministres de l'Éducation. Et nous parlions de la crise. C'était au moment où le ministre Salikou Sanogo organisait son forum à l'époque. Et je regarde dans la salle, et puis je vois, il y a toutes les générations. Baba Akib, et puis Younous Amey, Samas, et puis tout ça. Issandiaï. Non, Issandiaï n'était pas là-bas ce jour-là. Mais en tout cas, je les ai regardés, ça fait des générations de choses. Les uns ont chassé les colons, et les gens de Moussa Traoré sont venus les chasser. Ensuite, le mouvement démocratique est venu chasser les choses. J'ai dit, mais attends, en fait, c'est les ruptures violentes qui font que l'école ne marche pas. Parce que chacun vient avec son projet de société, avec sa vision du monde, etc., etc. Et en donnant un coup de pied à tout ce qu'il trouve sur place. Et pour les ministres, je crois que c'est pareil. Je crois que pour les ministres, c'est pareil. Mais ce n'est pas fondamentalement ça le problème, parce que le ministre, c'est quoi? Le ministre, il met en place une politique qui n'est pas forcément sa politique personnelle. Il trouve dans le programme qui a conduit donc, à l'élection du pouvoir, il trouve voilà, une politique qui est en place et qu'il doit conduire. Il doit conduire sur la base de laquelle son parti ou la coalition de partis a été élue et qui doit être mise en œuvre. Donc ce n'est pas forcément les changements des ministres, ce n'est pas ça. Je pense qu'il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. Mais en 30 secondes, quels sont les deux points majeurs, les deux points clés pour remettre l'éducation ou l'école malienne sur les rails? En deux points, je ne peux pas le dire, mais madame disait que elle a interrogé des étudiants qui disent nous voulons être députés, nous voulons être présidents, et qu'ils ont des ambitions. Ce n'est pas une ambition pour un étudiant. C'est de la prétention. Ce n'est pas une ambition pour un étudiant. Je veux être un bon médecin parce que je fais des études de médecine. Ça, c'est une ambition pour un étudiant. Mais la société leur offre quoi? La société leur offre comme vitrine un jeune homme qui a réussi, qui est devenu ministre, qui est devenu député, qui est devenu président de la République et qui a voix au chapitre. Ou bien qui est un grand commerçant. Ça aussi, il faut le dire. C'est-à-dire le modèle que l'on présente à notre jeunesse, ce n'est pas ce modèle-là qui crée les ambitions pour de bonnes ressources humaines. Il faut de bonnes ressources humaines. Mais le modèle n'est pas bon. Le modèle qu'on présente n'est pas bon et il faut le changer. Autre chose qu'il faut changer aussi, je pense qu'il faut quand même que l'on réussisse le consensus au niveau de l'école. C'est-à-dire qu'il faut accepter, nous sommes en démocratie, il y a des élections, il y a des politiques qui sont élus.
Il y a des politiques qui sont, il y a des programmes qui sont élus. Et ils ont un temps de mise en œuvre. Il faut accompagner, pour ce qui concerne l'école en tout cas. Il faut que nous nous donnions la main pour que chacun dise, si tu es à l'école, il faut que tu travailles. Parce que si tu ne travailles pas, tu ne seras rien dans la vie. Tu vas être juste quelqu'un qui va applaudir des gens qui font de bons discours, ou bien tu vas être un clochard, ou bien, en tout cas, tu n'apporteras rien à ton pays. Il faut que ça, on se le dise. Et ça, il ne faut pas critiquer seulement. Il faut faire des propositions. Il ne faut pas critiquer seulement les régimes, les projets de société, les programmes. Il faut aider à mettre en œuvre. Et il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser les élèves et les étudiants au fait que l'école doit conduire à la formation de bonnes ressources humaines et que c'est de cela que nous avons besoin. Merci. Il y a eu beaucoup de questions. Je vais revenir rapidement. Très rapidement. Oui, très rapidement. Planification, gestion des flux. Mais on le tente. On le tente. En 94-95, on a limité l'âge d'orientation des élèves et des étudiants dans le secondaire. En plus donc de la moindre exclusion. Il faut des critères pour faire de la place aux meilleurs. Mais vous savez, hein, le rapport de force étant ce qu'il est, il est clair que ce sont les élèves et les étudiants qui revendiquent pour qu'on supprime tout ça. Et si on ne supprime pas, ils sont dans la rue. Ils sont dans la rue. Mais par rapport à des situations comme ça, il faut que les Oumar Mariko leur disent non. La qualité de l'école, il faut qu'on y veille. Pour les autres revendications, il n'y a pas de problème. Mais la qualité, il faut qu'on y veille. Que n'importe qui puisse aller à l'école de médecine. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis un bon médecin, ça c'est un bon médecin. Mais un mauvais médecin, c'est quoi? C'est quoi un mauvais médecin? Bon. Alors, donc, on ne peut pas ne pas créer les conditions pour que nous ayons de bons médecins. Il faut des critères de sélection. Mais quand vous parlez de critères de sélection, il y a justement les maricots qui vont vous dire non, on est tous égaux, il faut que tout le monde passe, il faut que tout le monde ait les mêmes chances, etc. Il faut que tout le monde... Non, parce que que tout le monde ait les mêmes chances. Mais c'est vrai. Moi, je pense effectivement qu'il faut nous réinviter. Maintenant j'ai pris un peu de cran. Quand Dakono m'a invité, il m'a dit l'autre c'est Oumar Mariko. J'ai dit comment tu peux m'inviter avec un démolisseur? Mais justement c'est parce que c'est vous qui avez démoli l'école, le système. Non, je ne parle pas de démolir le système. Démolir le... Non, tu es un débatteur de très haut vol, de très haut niveau que j'ai vu des choses. J'ai dit bon, attends. Mais on en a besoin, tu es aussi un grand démolisseur. Non, parce que toi et moi. Non, c'est bon, excuse-moi. Il y a beaucoup de points d'accord entre nous. Excuse-moi. Pourquoi nous devons être là encore. Ça fait 30 ans qu'on gère le même espace. On ne s'était jamais parlé. Et c'est vrai. On ne s'était jamais parlé. C'est pour vous dire que moi, en tant que ministre, et il a dit des pratiques, ça ne s'est jamais passé avec moi. C'est-à-dire les milices, les à côté, les etc. Non, ça ne s'est jamais passé avec moi simplement. Je dis, ça ne s'est jamais passé avec moi. Le seul qui est venu me proposer ce service, je dis, mais est-ce que tu as vu le résultat de tes services? C'est un de ses amis. Est-ce que tu as vu le résultat de tes services? Tu as vu la catastrophe à laquelle ça aboutit? Moi, je ne veux pas terminer comme ça. Donc, il faut que ce soit clair. L'AEM, il faut que ce soit les meilleurs à l'école. Il faut que ce soit les meilleurs. Il faut qu'il y ait des critères comme ça. Mais vous ne pouvez pas imposer des critères comme ça à l'AEM. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont toujours des gens qui leur disent qu'ils ont raison. Et quand tu dis à un adolescent qu'il a raison, bon, il y va à fond la caisse. Moi, je sais par exemple, je me rappelle les années 95-96, pour mettre en place le bureau de l'AEM, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils sonnaient, personne ne veut de leur réunion, ils se retrouvent 22 gugus, ils disent voilà notre nouveau comité. Ils vont, ils déposent la liste à la direction. Qu'est-ce que la direction peut? Ils ont fait leur meeting, ils ont dégagé leur bureau, et c'est ce bureau-là, ils passent de classe en classe, voilà les nouveaux membres du bureau de l'AEM. Et c'est ça qui s'impose. C'est ceux qui veulent le moins travailler. C'est ceux qui veulent le moins travailler. Mais
Tout le monde accepte. Et on dit c'est l'AEM, c'est l'AEM, c'est l'AEM. Il a dit, ce n'est pas l'AEM. Ce n'est pas l'AEM. C'est des gens qui défendent, bon, leurs intérêts, leur confort, leur confort. Parce qu'à l'époque, vous savez, même quand le secrétaire général ne veut pas aller en classe, et comme il ne veut pas être le seul à ne pas aller en classe, il fait sonner la cloche, toute l'école s'en va. C'est ça l'AEM aussi. Et donc, ce sont nos enfants. Ils ne savent pas toujours ce qu'ils font à un certain âge. Nous avons le devoir de leur dire, attention, ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Nous avons le devoir de leur dire, restez en classe et revendiquez. Restez en classe et revendiquez. Et cette pression, elle doit venir de la société. Les parents d'élèves n'agissent pas souvent parce que, mais quel parent d'élève pour un étudiant qui a 25 ans? Quel parent d'élève? Non, lui-même c'est un parent d'élève. Lui-même il doit payer les taxes et les impôts. Mais il dit je suis élève, donc il est dans son confort. Personne ne lui dit rien. La société ne réagit pas. Mais si la société ne réagit pas, il est clair que ça va continuer. Maintenant, la finalité, je dis, madame le disait, la finalité de l'école. On vous dit oui, mais à l'école, il n'y a plus rien à... Enfin, ça ne donne plus rien. Mais ce n'est pas que ça donne seulement quelque chose, l'école. Si vous allez dans les mêmes zones, à Mopti par exemple, et puis tout ça, vous allez trouver que tout le monde a fait l'école coranique. Tout le monde a fait l'école coranique. Et les parents prennent en charge le maître. Les enfants travaillent pour le maître. Mais après, il n'y a pas de... C'est pas pour un boulot qu'ils le font. C'est parce que ça correspond à quelque chose. Il faut que notre école corresponde à quelque chose, à ce besoin-là. À ce besoin-là. C'est pour cela qu'à l'époque, si c'est la fonction publique, oui, on fait tout pour que son enfant ait la fonction publique. Donc on fait tout pour que l'enfant réussisse à l'école. Maintenant, ça n'existe plus. Il faut que nous ayons la possibilité de sensibiliser les enfants par rapport au fait qu'on a besoin de bonnes ressources humaines pour notre pays. Et la compétition va être féroce. Elle va être féroce. Les autres pays, on est en intégration. On est en intégration. Et ils viendront s'installer chez nous. Ils sont déjà installés chez nous. Il y a des moments, par exemple, quand ça a commencé le truc de l'or, on cherchait des cadres moyens. Tu parles de compétition, moi je parle de construction nationale. Des cadres moyens pour les mines. Mais il n'y en avait pas au Mali. Ils faisaient venir du Ghana, ils faisaient venir d'autres pays. Parce que nous, on n'en avait pas. Nous, on n'en avait pas. Et je vais vous dire encore une chose. On veut par exemple, l'un d'entre vous l'a dit, c'est-à-dire orienter les gens dans les techniques professionnelles. Mais ce serait très bien. Mais même là, il n'y a pas de place. Même là, il n'y a pas de place. Moi, je sais, en 92, je donne souvent cet exemple. En 92, il y avait 12 000 admis au DEF. 12 000 admis au DEF. En 92. Qui doit créer la place? 92, excuse-moi, Omar. Je sais que c'est l'État, mais pas seulement que l'État. 12 000 admis, sur lesquels 7 000 voulaient aller à l'ESICA. 7 000 voulaient partir à l'ESICA. Et à l'ESICA, il n'y avait que 250 places. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et les gens, ils vont se lever. Non, il faut orienter les jeunes. Il faut qu'il y ait la place. Il faut créer d'autres structures comme ça. Mais c'est lourd. Mais c'est lourd. Une école comme l'ESICA, je pense que... Moi, je suis allé au Canada. Je suis allé au Canada. L'absence de planification, là. Ouais. Économique, sociale. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je veux dire simplement que ça a besoin de moyens. Je vais conclure. Ça a besoin de moyens. Je suis allé au Canada dans une école technique et professionnelle. C'est-à-dire, ils étaient 2000 élèves. 2000 élèves dans une école. Le village, la ville s'appelle Sherbrooke, je crois. Ils étaient 2000 élèves. J'ai regardé leur budget. C'était le budget des enseignements secondaires supérieurs du Mali. Une école. Une école. Maintenant, pour ce qui concerne le privé, moi je n'ai pas d'école privée. Mais il est clair qu'il y a eu des situations comme ça où il y a de la place dans le public, on trouve le moyen d'envoyer dans le privé. On trouve le moyen d'envoyer dans le privé. Mais ça, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. C'est quelque chose qui concerne tout le monde.
Oumar Mariko, qui est à l'Assemblée nationale, doit interpeller le ministre de l'Éducation pour dire pourquoi est-ce que tu fais ça? Si on interpelle, vous savez, mais justement, et il faut que l'interpellation serve à quelque chose. Parce que moi j'ai vu vos interpellations. Quand il y a une interpellation. Moi j'ai vu vos interpellations. Ce petit point-là, c'est important. Non, j'ai vu vos interpellations. Juste ça. J'ai vu vos interpellations. Mais ça ne prête pas à conséquence. Ça ne prête pas à conséquence. Il y a une gesticulation oratoire qui est de nul effet. Monsieur le ministre, Dr Mariko, Maïmouna Dionkounda Dambélé, merci beaucoup. Nous voici donc au terme de la première partie, je le précise, de la première partie de ces conversations citoyennes consacrées à la question de l'éducation. Je pense qu'on aura l'occasion au cours du prochain mois, de la prochaine édition, d'en discuter, d'en reparler. Merci à vous le public.